Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean Olnara. Salut Jean. Bonjour. Avant de te présenter, donc tu es joueur professionnel de Cesta Punta. C'est On, ça. on va expliquer tout ton parcours et ce que tu es devenu et comment tu y es arrivé. Mais avant, est-ce que tu peux expliquer ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Comment tu ferais? C'est facile pour un enfant de 5 ans. Moi, je suis, si l'enfant de 5 ans veut jouer à la pelote, moi je suis celui qui va lui apprendre. Parce que je suis employé du club de la section poloise, j'apprends aux enfants à jouer à la pelote. À côté de ça, j'organise aussi un peu pour les manifestations, la billetterie, un peu la communication, les réseaux sociaux au club. Et surtout, ce qui prend 70 ou 80% de mon temps, surtout, je joue à la pelote. Mon métier, c'est jouer à la pelote et apprendre à jouer à la pelote. Voilà. Tu dis apprendre à jouer à la pelote, c'est un métier de transmission, enfin un sport de transmission avec ton père. Déjà, tu es baigné là-dedans? Ouais, voilà. Enfin, moi, j'ai commencé la pelote parce que mon père jouait. Comment j'ai commencé, c'est facile. En fait, il a fait les championnats du monde en 94, il a fait des tournois et il avait les cassettes vidéo des parties. Moi, il y en a qui regardaient des dessins animés, moi, je regardais les parties de pelote. Et j'ai la chance, pour te dire que j'ai baigné dedans depuis tout petit, j'ai la chance d'habiter à un endroit où il y a un fronton et un trinquet dans mon jardin. En fait, je regardais ce qu'il faisait et après, j'allais jouer à la pelote pour faire comme papa. Du vrai mimétisme, quoi. Du vrai mimétisme, j'ai appris tout seul d'ailleurs. J'ai appris en regardant Ah, les ok. vidéos et après, j'allais jouer moi tout seul parce que j'ai appris à 4 ans. Et dans les clubs, il faut savoir qu'ils prennent à partir de 6 ans, vraiment, j'ai appris tout seul. Et vraiment pour faire comme papa. Voilà, et maintenant il se trouve que c'est moi qui transmets, pour pas mentir, c'est dur, parce qu'il y a plein de choses que j'ai appris à faire tout seul et j'ai du mal à l'expliquer, mais bon, j'essaye, ils n'ont pas l'air traumatisés les enfants, donc j'essaye de continuer quoi, un petit peu. Ah, c'est sûr que c'est le revers de la médaille d'être autodidacte. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres que finalement je fais naturellement et je ne sais pas trop l'expliquer, mais bon, c'est l'avantage aussi de faire ça maintenant, c'est que j'essaye de savoir pourquoi, j'essaye de savoir comment on fait. J'ai appris aussi un peu, j'ai passé les diplômes pour être formateur et finalement ça élargit un peu la palette, on apprend plein de choses, même pour soi, des fois moi je joue, je dis ah, tu vois, là fallait faire comme ça parce qu'avant je le faisais naturellement donc ça venait pas et même pour se corriger des fois c'est pas mal. Mais bon, voilà, tant que tu fais plaisir, ça passe quand même. Ça va. Et c'est un métier que tu as toujours su que tu voulais faire ça, ou au début c'était vraiment une passion quand tu étais gamin et tu t'es dit Alors, moi, en fait, moi, comme métier, mon ambition, c'était de pas avoir de métier, en gros. un métier passion? Moi, depuis tout petit, ce que je veux faire, c'est jouer à la pelote. Euh, il se trouve que à la pelote, on peut en vivre. Enfin, à la cesta punta, voilà. Je joue à la cesta punta en me disant qu'un jour, je ferai de ça mon métier. Et avec l'ambition d'aller aux États-Unis et jouer à ça tous les jours. Donc j'ai continué, voilà, j'ai progressé. Et ensuite, en dehors de ça, après, je suis curieux pour beaucoup de choses et j'aime bien découvrir plein de choses. Et dans la famille, du côté de ma mère, il y avait les boulangeries, Shabbat. Et donc petit à petit, je travaillais là tous les étés. Tous les soirs après l'école, j'étais à l'école à Gand, donc tous les soirs j'étais à la boulangerie. Et il se trouve que la boulangerie, ça me bottait pas mal aussi. J'aimais bien l'ambiance. Surtout, moi je travaillais que l'été, donc l'ambiance était forcément sympa. Mais l'ambiance était bien. Et surtout pour continuer à jouer à la pelote après les championnats du monde, j'ai fini mon BTS et je suis rentré dans la boulangerie parce que c'était un métier qui me permettait d'avoir le temps de jouer et de travailler quand j'avais des périodes mortes. Et donc je suis rentré dans la boulangerie et là je me suis dit qu'en fait jouer à la pelote c'était bien, mais si je devais avoir un travail ce serait plutôt dans la boulangerie. Voilà, donc mon ambition première, vraiment la première fois où je me suis dit je vais avoir un vrai métier, c'était continuer dans les boulangeries et les reprendre et travailler là-dedans. Bon, il se trouve qu'après ça a dévié un peu et je suis revenu dans la pelote à fond, mais voilà. Mon premier vrai métier que je voulais faire, c'était reprendre les boulangeries Shabbat. C'était sûr. D'accord, ok. Et à quel moment tu as eu ce switch de te dire finalement je vais. J'ai eu ça
En fait, à la base, j'avais fait un BTS pour préparer l'avenir, si tu veux, Ouais. parce que dans ma tête, à 18, 19, toujours fin 18 après le bac, moi je voulais jouer à la pelote aux États-Unis. Et bon, moi je suis arrivé à une période où aux États-Unis ça se cassait la gueule un peu, il y avait moins d'opportunités, les contrats étaient moins. On donnait les contrats moins facilement aux jeunes et tout ça. Et donc du coup, la première année où je devais partir aux États-Unis, en fait, je devais remplacer un ancien joueur qui partait, je devais faire la saison d'hiver là-bas. Et finalement, au dernier moment, il a dit, mais finalement, je fais un an de plus. Donc moi, je trouvais un peu le bec dans l'eau. Et c'est comme ça que je suis rentré à la boulangerie, parce qu'il fallait faire quelque chose. Et en fait, d'y travailler toute l'année, enfin tout l'hiver, plus l'été, et d'y rester, ben, ça m'a donné envie. Et en fait, je voyais ça plutôt tu sais, comme un jeu géant, quoi. C'est pourquoi tu fais ça, parce que ça amène ça, comment tu gères ça. Enfin, et de A à Z, voilà, ça m'a intéressé. Ben, c'est le monde entrepreneurial un peu. Et il se trouve que j'étais bien dedans, l'ambiance était bonne. Bon, après, c'était l'entreprise familiale forcément, mais bon, il y avait quand même 54 employés, donc il y avait du monde. Et là, je me suis dit, bon, la pelote, c'est bien, mais ça durera pas longtemps. Enfin, pas longtemps, si, ça dure longtemps, mais pas toute la vie. Donc si je peux rester là-dedans, autant foncer à fond, quoi. Enfin, y aller à fond. Voilà. D'accord. Ouais. Et tu as commencé l'assistant poutin dans le il y a 4 ans. À quel moment tu t'es mis comme objectif, comme ambition de vraiment faire des championnats et de vraiment t'y mettre à fond, si je puis dire? Bah, non, depuis tout petit, parce que Ça commence à quel âge? ça commence à 6 ans. Moi, enfin, on peut rentrer au club à partir de 6 ans. Ma première licence, moi, je l'ai pris à 6 ans. J'ai fait 6 ans en juillet, en septembre, j'étais au club. Et à 6 ans, j'ai fait mon premier championnat d'été pour la section paloise. Et non, en fait, l'ambition de m'y mettre à fond, alors, il y a toujours été, parce que enfin, s'il y en a qui font par exemple du foot ou du rugby et qui à côté jouent à la pelote, moi en fait je joue à la pelote et à côté je joue au rugby. Donc finalement, je m'y suis toujours mis à fond, c'était mon sport principal. Et bon, il se trouvait qu'après je me débrouillais pas trop mal aussi, donc forcément, quand tu arrives dans les phases finales tous les ans, enfin tous les championnats, tu batailles, tu fais des finales, ça te pousse à continuer aussi, quoi. Je pense que c'est plus dur. Enfin, moi, j'en vois par exemple des enfants qui ont plus de mal. Par exemple, ils font des championnats, ils perdent, ils font 8 parties, ils en perdent 7. Par Mm. exemple, pour eux, la motivation, c'est plus dur de continuer. Moi, je n'ai jamais eu trop à plaindre. J'ai fait ça, je gagnais globalement plus souvent que je perdais. Donc j'ai continué, j'ai poursuivi. Et après, ça s'est fait naturellement. J'ai fait les premières présélections pour les championnats du monde quand j'avais 16 ans. C'était les moins de 22 ans. Quand Mm. j'avais 16 ans ou 17 ans. J'ai pas été pris d'ailleurs. Mais bon, après, j'ai continué un an de plus. Et à 18 ans, directement, j'ai intégré le plus haut niveau amateur. Et avec David Mainviel, Béarnais aussi d'ailleurs, de Salis. Et on a fait finale championnat de France directement. Et donc là, en fait, sans le vouloir, et c'est presque un claquement de doigts, quoi. Premier championnat, première finale. Et bien en fait, ça y est, t'es au haut niveau, le plus haut niveau amateur, donc ce que moi où j'étais à l'époque. Et là, c'est parti, tu t'y mets à fond, tu joues, tu fais les présélections pour les championnats du monde, enfin les coupes du monde d'abord, après les championnats du monde. Et après, voilà, c'est lancé. C'est lancé. En fait, c'est continuité, quoi. C'est pour ça que c'était bien. C'est coulé tout doucement. Et linéaire. Voilà, c'était linéaire, Montait, voilà, c'était ça. ça montait gentiment. Avant d'expliquer tout ton parcours, comment tu expliquerais à ces Puta des non-initiés? Ben, je vais te dire la phrase bateau que tout le monde dit à tout le monde, c'est le sport de balle le plus rapide du monde. Non, la cesta C'est vrai que ça va punta, très vite. voilà, c'est un sport de balle donc qui joue dans un rayalay. C'est un rayalay, c'est trois murs, un mur en face, un mur à gauche et un mur derrière. Et ça se joue en 2 contre 2. Basiquement, c'est les mêmes règles qu'au tennis, hein, ou au squash. Il faut tirer sur, enfin, plus squash plutôt, il faut tirer sur un mur au-dessus d'une ligne et en dessous d'une autre, et il faut attraper la pelote et la renvoyer. Voilà, après, si on rentre plus dans le détail, voilà, ça joue 2 contre 2. On joue avec des chisteras en osier. C'est un des 2 sports de la pelote qui est professionnel avec la mer nue. Il y a des professionnels à mer nue et des professionnels à cesta punta. Et c'est la spécialité de la pelote la plus connue et internationale parce qu'elle est partie dans le monde entier. Elle est partie, pour la petite anecdote, le premier Rayalay en dehors d'Europe, il a été créé professionnel, il a été créé en 1890, fabriqué, et il était au Caire en Égypte.
Donc, D'accord. tu vois, c'est vraiment un sport qui est parti partout. Et du Caire, ils sont partis en Indonésie. Il y a eu des rails à Bruxelles, à Chicago. Il y en a eu en Indonésie, aux Philippines, au Mexique, aux États-Unis, donc. Et voilà, c'est un sport joué dans le monde entier. Très local en France, mais paradoxalement très connu dans Ouais. le monde entier. C'est ce que j'allais te dire, l'ambivalence. On pense que c'est Ouais. Cesta Punta, c'est uniquement Pays Basque, Béarn et quart sud-ouest, alors qu'en Ouais. fait, c'est vraiment international et ça se joue dans Ouais, beaucoup de voilà, pays. ça joue dans le monde entier, c'est grâce au pari. Alors on a vu, enfin on voit actuellement que les paris, on essaye de s'en défaire, parce que c'est un peu ça qui a tué le sport aussi, bon après au bout de 100 ans, donc on va pas pleurer non plus, mais voilà, c'est grâce au pari, en fait, à la base, les premiers frontons industriels s'appelaient des bétirailles. Bétirailles, c'est le lieu du jeu en basque. Et en fait, ils ont transformé ça en rayalai, jeu allègre, c'est le jeu de la joie. Et en fait, l'idée, c'était fin des années 1800, ils créaient des rayalai. Comme il n'y avait pas autant d'activités et de spectacles que maintenant, les gens venaient et pariaient sur la pelote. Et il se trouve le jeu le plus spectaculaire, c'était la Cesta Punta. Donc c'est celui-là qui a été exporté partout. Et ils ont créé pour les paris des rayalai partout dans le monde. Et voilà, c'est pour ça qu'on a la chance de se promener un peu. Comme on dit dans le milieu, on n'est pas bien payé, mais on voyage. Donc c'est grâce à la Cesta. Voilà. Alors, cet épisode est disponible en audio sur toutes les plateformes et également en vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. Justement, on a cet objet à oseille dont tu nous parlais. Est-ce que tu peux l'expliquer, le présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Je vais faire pour la vidéo ou Ouais. pour le podcast. Allez, Les deux, mon capitaine. les deux, mon capitaine. Alors, un Chistera, c'est fabriqué comment? C'est une armature en osier qui fait tout ce tour-là, ce qu'on appelle l'arceau. Et sur cet arceau, on met des gabarits en fer pour fabriquer la forme du gant. Et ensuite, on colle pas, mais on assemble 7 lattes en châtaignier toujours. La première, la centrale, celle-là c'est la plus importante, c'est la plus grosse, et 6 de chaque côté. Et une fois qu'on a fabriqué le squelette, on tresse en osier, en partant du bas pour donner la force au Chistera. On tresse ici, on tresse la pointe, et après on raccorde tout, on se raccorde au milieu, on joint à ce niveau-là le Chistera. Ensuite, on met une main en cuir pour mettre la main, il y a un trou pour chaque doigt, et on attache le gant avec une lie, on appelle ça, c'est une corde qu'on met sur les tacos. Le taco, c'est cette partie-là, qu'on accroche là, et on tourne autour, et on fait le tour du poignet, et on est bloqué. Alors, pour faire un gant, il faut 25 heures. Voilà, il faut savoir qu'un Chistera, pour les professionnels, quand on joue comme ça dure 2 mois. Voilà. Et un Chistera comme ça coûte 500 €. Voilà. Donc tous les 2 mois, il y a 500 balles qui partent. Mais bon. Et c'est sur mesure ou du moins ça a des spécificités d'une à l'autre? Alors, J'imagine comme les raquettes de tennis. il y a 2 sortes de gants. Il y a les gants d'avant. En fait, un gant, on le mesure entre ici et ici. On trace une ligne droite. Entre l'eau et le Les ballon. gants d'avant, ça mesure 63 cm. D'accord. Les gants d'arrière, eux, ils vont jusqu'à 68 cm. Pourquoi? Parce que eux, ils sont plus loin du mur. Il Donc faut que la ils ont besoin projection soit... qu'elle monte plus, ils ont Ok. besoin de plus de courbes. Ensuite, ce qui change pour les joueurs, chacun a à peu près sa courbe. Sa courbe, c'est ça là. Chacun a sa courbe. Et ce qui change beaucoup, c'est le fond du Chistera. Le fond du Chistera, c'est cette partie-là, qui va du scotch à peu près jusque là. Et en fait, plus on joue, plus le Chistera il prend du fond. C'est-à-dire qu'un Chistera neuf à la base, Il est très plat. il est comme ça. Il Ouais. est plat, on appelle ça qu'il a de la sortie, de la salida, disent les Espagnols. Ça, et en fait, plus on joue, attraper des pelotes, hop, le gant il gonfle et il prend du fond. Alors quand le gant il prend du fond, qu'est-ce qui se passe? On tape moins fort déjà, et on commence à se faire mal au bras, Ouais. à ce tendon, à l'épaule et à celui-là. Donc en fait, Tu essaies de compenser. voilà, tu forces de plus en plus pour garder la même vitesse, mais du coup c'est le corps qui ramasse. Donc du coup pour compenser, en fait ce qu'il faudrait faire c'est soit tirer moins fort, nous pour continuer à tirer fort on change le gant, et tu reprends un gant neuf et tu repars comme au début. Voilà, c'est pour ça c'est un matériau, c'est un objet vivant quoi. Donc c'est pas comme une raquette de tennis, tu prends, tu la standard et elle se suit. En fait chaque Chistera, tu reçois un gant neuf, en fait il faut réapprendre à jouer. C'est l'expression dit ça, mais
c'est vrai que tu peux pas prendre un gant et faire une partie. En fait, tu prends un gant neuf, tu t'entraînes 2-3 fois avec. Déjà pour la main, il faut qu'elle puisse rentrer bien, parce que le cuir, quand il est neuf, il est rigide, donc il faut que ça se libère un peu. Et il faut, en gros, on dit qu'il faut casser des pailles. Bon, tu casses pas forcément des pailles, mais il faut que le gant, il se ramollisse un peu, il attrape. Il se soiffe un peu. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça, mais voilà, ce qui fait, c'est de l'artisanat, donc on fait avec, nous aussi, on s'adapte, quoi. Ouais. Et tu disais, la cesta punta, le sport de balle le plus rapide au monde. Quelle vitesse? Alors, c'est le débat en ce moment. Quelle vitesse? La vitesse au Guinness Book, elle est à 305 km/h. Elle a été faite en novembre 2017 par Ibon Aldasabal à Dania, aux États-Unis, à côté de Fort Lauderdale. Il a tiré, lui, à 305 km/h. Il y a Goycochea. Goycochea, c'était le plus grand joueur de ces 20 dernières années, voire de l'histoire. Tu parles duquel? Iñaki Goycochea. Iñaki. Ouais. Oui, Papeo, c'est Iñaki Goycochea qui vient de Soumaya en Espagne. Lui, en fait, il était sponsorisé Red Bull. D'accord. Et donc Red Bull, pour battre son record, ils ont fait fabriquer un gant en carbone et une pelote spéciale. Et en fait, ils ont monté ça sur le circuit de MotoGP avec Daniel Pedrosa. Dani Pedrosa. Et en fait, lui, il a réussi à tirer à 313 km/h. Le jeu, c'était de battre la puissance de la MotoGP, qui arrivait qu'à 307, elle. Ouais. Et donc, lui avait son schistera en carbone et sa pelote fait exprès, il a tiré à 313. Sachant que lui, c'est pas un joueur, bon, même s'il fait un 95 et 100 kg, qui tapait fort du revers. Parce que le record, il se fait du revers beaucoup de ce côté-là. Mais avec le carbone et la pelote fabriquée exprès, il a réussi à battre le record. Donc je pense que si on prend Ibon Aldasabal, celui qui a battu le record avec un schistera comme ça, si lui tape avec ce schistera, je pense qu'il tape pas les 320, 325 quoi. Voilà. La vitesse d'un TGV. Ouais, pour contextualiser, c'est énorme. Donc du coup le débat est est-ce que le record de Goico, son surnom de Goicochea, est valable ou pas? Bon, au Guinness Book, c'est 305, donc voilà, on va dire, pour l'instant, c'est 305. Plus de 300, quoi. Voilà, plus de 300, on va dire, voilà, c'est ça. Ouais, c'est énorme. Et donc toi, pour revenir sur ton parcours, que tu as commencé à effeuiller tout à l'heure, tu as été champion du monde en amateur. Oui. Ensuite, il t'oblige à avoir une pause, c'est ça, Non, en fait... Parce que j'ai vu qu'à un moment donné, tu as dû avoir un parcours où tu as dû faire une pause obligatoire. J'ai pas pu faire ni la Coupe du Monde 2013, ni les Championnats du Monde 2014. Parce qu'en fait, il y a une loi de la Fédération internationale qui disait que pour être sélectionné en équipe nationale, il ne fallait pas être professionnel de ton sport. Jusqu'à 2015. Cette loi, elle a été mise en sommeil. Non, elle a été mise en place, pardon. Et en 2015, il y a eu un nouveau président de la Fédération internationale qui, lui, a autorisé les professionnels. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la pelote, il y a beaucoup de spécialités de la pelote. Et je crois qu'il y a 13 ou 18, je ne sais jamais le nombre de spécialités internationales. Et en fait, cette loi, elle était un peu faussée parce que, par exemple, si on prend la spécialité de front tennis, il se joue avec une raquette de tennis et des balles creuses en mur à gauche. Au Mexique, il y a 1 300 000 joueurs de front tennis. Et en fait, eux, ils ont un circuit professionnel, mais à l'intérieur du Mexique. Mais ce n'est pas un circuit officiel reconnu par la Fédération internationale. Donc en fait, nous, les joueurs qui jouent au front tennis, c'était des amateurs. D'ailleurs, le meilleur, il vient de la Sub, à côté de Pau, Kevin Pucheux. Et en fait, il se trouvait qu'ils jouaient champion du monde contre des joueurs mexicains qui, eux, faisaient ça toute l'année et qui faisaient que ça. Et eux, ils disaient « Ah non, mais c'est pas professionnel, on n'a pas la licence à la Fédération internationale. » Et en fait, pour plusieurs spécialités comme ça, c'était un peu tendancieux. Donc le nouveau président de la Fédération internationale a dit bon, écoutez, on va régler le problème. Maintenant, on accepte tout le monde. Et c'est pour ça que moi, en 2009-2010, j'ai fait la Coupe du Monde et les Championnats du Monde, j'étais amateur. Je suis passé professionnel en 2011. Et donc 2013-2014, j'ai pas pu faire. Et la loi, elle est passée, enfin le changement de règlement en 2015. Donc à partir de 2017, j'ai pu rester professionnel et refaire les Coupes du Monde et les Championnats du Monde. Voilà. Ça t'a plutôt réussi? Oui, j'ai bien commencé, j'ai moins bien continué, mais bon, après, il y a... Non, parce qu'en 2017, on a gagné la Coupe du Monde, donc, à Biarritz, devant le Goicoechea, d'ailleurs, le fameux Red Bull, là.
Et en 2018, on a perdu en finale du championnat du monde et mon arrière s'est fait mal à la finale. Voilà, au troisième set de la finale. La troisième set était en 10 points. Ça faisait 5-4 pour les Espagnols. Et on joue, et pendant le point, ils se blessent. Et 6-4 pour eux en 10. Donc voilà, il y a David Méviel, toujours d'ailleurs, qui était remplaçant, qui est rentré, mais bon, pour 4 points, un peu compliqué. Et en 2021, on refait la Coupe du Monde. Et il m'arrivait avec un autre arrière, mais la même chose, au même score. Et c'était en demi-finale. Voilà. Du coup, on a fini troisième. Et là, en 2022, on a fait le championnat du monde. Et là, on finit troisième. Et là, c'était ma faute. À 9 partout en demi-finale. J'ai la pelote pour finir et je l'ai mis sur la ligne. Donc voilà, on a perdu la demi d'un point. Et mais bon, on a fait troisième quand même, donc ça fait toujours la médaille. Voilà. Exactement. Ça fait souvenir. Pour expliquer Cesta Punta, donc tu as un avant et un arrière. Toi, tu joues avant, on l'a bien compris. Oui. En me discutant tout à l'heure, j'ai été étonné. En fait, c'est un sport individuel où on t'impose par tirage au sort ton coéquipier. C'est ça. C'est très particulier. Ouais, il y a plusieurs modèles et ça vient toujours des États-Unis et des paris. En fait, à l'époque, quand tu jouais dans les frontons aux États-Unis, il y a une personne qui s'appelait l'intendant. C'est elle qui était chargée de faire toutes les équipes de toutes les quiniélas auxquelles on jouait pour que les équipes soient de niveau égal pour les paris. Voilà, qu'il n'y ait pas une équipe qui défonce tout le monde et qu'il n'y ait aucun pari sur la quiniéla. Donc en fait, c'est un système où, oui, on joue pour soi, on marque des scores, on a des classements individuels. Par contre, vu qu'on joue toujours avec quelqu'un, dans les tournois qu'on fait en Europe, il y a 2 systèmes. En France, eux, ils ont pris le parti de faire du tirage au sort. Comme ça, il n'y a aucun problème, personne ne râle. Soit tu as de la chance, soit tu n'en as pas. Sachant qu'on fait plusieurs tournois, donc ça s'annule quand même. Ça s'équilibre. Voilà, ça s'équilibre. Et en Espagne, eux, ils ont un système différent. Ils ont un directeur sportif, donc qui fait la fonction d'intendant, et c'est lui qui fait les équipes pour chaque tournoi. Donc ça, c'est bien aussi, ça permet, si tu as des mauvaises passes, il suffit qu'il y en ait un qui est bien, hop, si toi tu es un peu moins bien, il te met avec le joueur qui est en forme en ce moment, et ça te remet un peu, et ça permet d'avoir un niveau égal pour tout le monde. Et voilà, ça permet qu'au classement, tout le monde arrive à se suivre, et ça fait des parties disputées à chaque fois. Ouais. Mais bon, voilà, c'est la difficulté du sport, quoi. Tu joues tout seul, mais à deux, quoi. Ouais, c'est très particulier, ça fait penser un peu à la F1 où tu joues en équipe, mais ton premier adversaire, eux, c'est celui qui a exactement, la voiture à côté. Voilà, c'est ça. Et là, nous, c'est pareil, tu vois, moi, là, il y a 2 semaines, même pas, j'ai fait la finale d'un tournoi le lundi, et le mardi, je jouais contre celui avec qui j'ai gagné la finale du lundi. Voilà. Le lundi, j'étais en finale à Biarritz avec Thibaut Basque, pour pas le nommer. Et le lendemain, je jouais contre lui à Saint-Jean-de-Luz. Donc en fait, c'est un gros avantage, tu t'engueules avec personne. Parce que potentiellement, au bout d'un moment, tu vas jouer avec quelqu'un. Donc il y a toujours de très bonnes relations. Tout le monde s'entend avec tout le monde parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de croiser la route et de faire équipe avec. Donc, mais bon, quand tu es au courant du jeu au début, tu fais et tu t'adaptes. Et tu fais le mieux que tu peux après. Voilà. Dès 2013, tu as eu l'appel des États-Unis, Miami, la Floride et puis après aussi le Mexique. C'est ça. Est-ce que tu peux raconter ton aventure Ouais, alors moi je jouais 2013, enfin pour la première fois je suis parti en 2012 exactement parce que c'est l'année où je devais partir faire la saison où finalement celui qui devait partir à la retraite a continué. Donc retour à la boulangerie. Voilà, donc j'étais à la boulangerie et en fait pour compenser, à l'époque il y a un tournoi qui s'appelait le Citrus à Orlando. C'était le plus gros tournoi de Cesta Punta de l'année. C'est en fait chaque fronton qui est resté aux États-Unis envoyait ses meilleurs joueurs. Donc Miami, je partais avec 2 équipes. Dania, c'est 40 minutes au nord de Miami, juste en dessous de Fort Lauderdale. Envoyait ses 2 meilleures équipes. Orlando envoyait ses meilleures équipes. Fort Pierce en envoyait une. Et il y avait un trou pour une équipe d'Europe. Et donc du coup, comme j'ai pas pu partir, à l'époque j'étais dans une entreprise espagnole, Rayo Live de Saint-Sébastien. Il y a eu un trou, donc ils ont appelé Rayo Live en disant on a un trou, est-ce que vous voulez envoyer une équipe d'Europe? Et du coup, comme j'ai pas pu y aller faire la saison, ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresse? Je suis parti avec un autre palois, Laurent Aliès. Et du coup, on est partis tous les deux faire le Citrus. Alors le Citrus, comment ça marche? Tu as un tournoi de 1 contre 1 pour les arrières, un tournoi de 1 contre 1 pour les avants, et ensuite tu as ton 2 contre 2, tout le monde mélangé, classique.
Et donc, je me souviens, c'était le vendredi soir, la première journée. C'était le 1 contre 1 des avants. Et là, moi j'avais 21 ou 22 ans. J'avais pas fait 22, j'allais faire 22. Et là, j'ai fini deuxième du tournoi des avants. Donc, bien, pour commencer, nickel. Devant Goycochea, toujours le fameux. Il a fini troisième, c'était lui le grand favori. Parce que lui, en tête à tête, est très très fort. Il a gagné 11 fois les championnats du monde d'un contre un. Donc voilà, deuxième, très bien passé. C'était un peu la surprise pour tout le monde. Et en 2 à 2, on finit troisième. Pour toi aussi, c'est ta surprise Oui, d'être un aussi haut complètement. niveau? Ouais. Enfin, j'avais déjà joué, ça faisait un an que je jouais contre eux. Enfin, même pas un an, 6 mois que je jouais contre eux, parce que j'avais commencé en 2011. Et donc j'avais fait l'été contre Goycochea, contre l'effort et tout ça. Donc oui, j'apprenais quoi. Je gagnais jamais, mais j'étais pas loin, j'apprenais. Donc d'arriver là, de les croquer, en plus là-bas, j'étais arrivé 3 jours avant. Enfin, oui, c'est la grosse surprise. Et au 2 à 2, on finit troisième aussi avec Laurent Aliès. Bon, qui lui était plus confirmé, mais qui faisait pas partie des meilleurs du monde comparé à ce qu'il y avait là sur le plateau. Donc 2 très bons résultats, 2 grosses surprises. Et ce qui a amené l'année 2013, où le fronton de Miami, en fait, voulait me faire venir. Et en fait, pour jouer à Miami, ils ont un fronton qui tournait à l'année, situé à Miami même. Et ils avaient un autre fronton qui est à 1h30 au nord, Fort Pierce, ça s'appelle. Et c'est le fronton c'est le fronton soit des débuts, soit de la fin. En Ok. fait, c'est les vieux joueurs, ils finissaient là-bas, et les nouveaux joueurs, ils arrivaient là-bas. Et donc du coup, j'ai été passer 2 mois là-bas dans l'optique après d'intégrer à l'année Miami. Donc j'ai été faire 2013 2 mois là-bas et ça s'est plutôt bien passé aussi. J'ai fini deuxième de la saison et tout ça. Et en fait, j'aurais dû commencer au 1er septembre 2013 à Miami. Mais bon, c'était la période, d'ailleurs tout a fermé depuis, mais c'est la période où ça se cassait bien la gueule, la Cesta Punta là-bas, les paris, il y avait moins de monde au fronton. Et donc en fait, ils ont eu du mal à licencier parce que, il y a eu des procès, les joueurs ont mis en procès la compagnie. Bon, du coup, 2013, j'ai pas pu y aller non plus. Là, il n'y a eu aucune place qui s'est libérée. Et donc, je suis reparti en 2014, février 2014. J'ai refait mes 2 mois à Fort Pierce. Et là, j'ai enchaîné avec 2 mois à Orlando. Après, où il y a les parcs d'attraction. Très bon Orlando s'il y a à faire. Et là, j'ai fait 4 mois là-bas. Un bel été après. Et en 2015, le fronton de Miami, ils ont décidé de ne plus payer les visas de travail, afin de ne plus faire venir de joueurs de l'étranger. Et ils ont vendu l'entreprise un an après. Voilà. Donc du coup, au final, moi j'étais reparti en 2013 et je devais signer à Miami. Et au final, j'ai fait 2 hivers. Et au 3e hiver, ils ont arrêté de payer les visas, donc on n'a pas pu repartir aux États-Unis. Voilà. Tu as pu voir la différence de niveau entre le niveau français, le niveau mexicain, le niveau Alors des États-Unis? là où tu sens la différence, c'est pas tellement le niveau, si tu pars de France, tu vas aux États-Unis, c'est le niveau t'étais amateur et tu passes professionnel. Parce que professionnel, forcément, tu joues contre des gens qui ont joué, enfin, c'est leur métier, d'où professionnel, et ils ont joué tous les jours à la pelote toute l'année. Ils étaient tous aux États-Unis. Donc toi, tu arrives là, tu t'entraînes 2-3 fois par semaine à Pau, tu fais une partie par semaine. Et tu te retrouves à jouer l'été devant des frontons pleins contre des mecs qui arrivent, ça fait 10 mois qu'ils jouent tous les jours. Là, tu sens tu sens une différence. Alors, tu la sens pas forcément au niveau, enfin si au niveau du jeu, tu la sens, ils maîtrisent plus, mais tu batailles toujours en fait. Tu y arrives, tu batailles avec eux, des fois tu gagnes une manche, tu trucs. Et là où ils sont très forts, c'est que si tu arrives en 3e set, à 90% du temps, ils gagnaient quoi. Donc tu te dis, ah ouais, là il y a. Elle sera en longueur. Hein. Voilà, là, il y a une différence quand même. Toi, tu arrives en demi, tu es content, tu perds la demi. Bon, eux, à 90%, les meilleurs, poum, finale, ça gagne, finale. Et là, c'est vrai qu'en allant aux États-Unis, tu combles un peu ce fossé. Parce que, t'as beau t'entraîner autant que tu veux, jouer tous les jours, te mettre en blanc tous les jours, et jouer avec de l'enjeu tous les jours, en 2 mois, tu progresses plus vite qu'un an ici, quoi. Et donc moi j'ai fait 2 mois, 4 mois.
Et tu fais que ça. Tu te lèves le matin, tu vas à la muscu, tu vas t'entraîner l'après-midi. Et le lendemain, tu fais tes kinés là et poum, t'enchaînes, tu joues. Tu passes. Des fois, on passait 8 heures au fronton. Tu arrives à midi, tu repartais à minuit. Mais tu bougeais pas du fronton. Et tu jouais. Entre les deux fonctions, on tapait un peu. Et voilà, en 2 mois là-bas, enfin, moi, c'est là où j'ai rattrapé le retard un peu, quoi. Et c'est là où, enfin, où le sentiment, là où j'ai bien senti, c'est que, bon, 2012, j'ai fait Citrus où c'était un peu la surprise. J'arrive à deuxième, troisième, c'était génial. Mais j'ai fait l'été 2012 après. Bon, j'ai rien gagné, quoi. C'était pas un gage de résultat. Hmm. Et 2013, j'ai fait mes premières saisons en Floride. Donc là, déjà, j'avais rattrapé un peu le retard. Bon, je me suis cassé la jambe, donc bon, je trouve que ça a un peu coupé. Mais 2014, j'y suis reparti. Et là, 2014, c'est vraiment l'année où, là, ça y est, t'étais parmi les meilleurs, quoi. Enfin, on a fait finale du Gant d'Or. J'ai fait finale du Gant d'Or à David Menviel, finale de Saint-Jean-de-Luz des internationaux. À Pau, j'étais en finale. En Espagne, j'ai commencé à arriver en finale de plein de tournois. Donc c'est là que tu te dis, là, 2014, au final, après 2 saisons aux États-Unis, tu dis, ah, bah, là, c'est bon, j'ai rattrapé le retard. Et après, on bataille, quoi. Voilà, tu te bats. Et justement, comment tu as fait pour gérer mentalement ces temps forts et ces temps faibles? Parce que tu as dit, tu as eu des péripéties, en fait. Pas des péripéties forcément toi, à part la jambe, mais sinon, avec tous les tracas qu'il y a eu, que ce soit réglementaire, que ce soit le licenciement, que ce soit le changement de modèle économique équilibré, Ouais, etc. Comment tu as fait pour gérer mentalement tout ça? Parce que c'est les montagnes russes, souvent. ouais, ben, alors l'avantage, c'est que j'étais jeune. Je suis vieux maintenant, ma grande tristesse, mais Joyeux anniversaire. merci, c'était il n'y a D'ailleurs, pas on longtemps. enregistre à deux Tiens, jours près, ouais. donc joyeux anniversaire. Mais le gros avantage, ouais, c'est que j'avais 22, 23, 24 ans, donc au final, tu te dis, bon, c'est pas grave, quoi. Tu te dis que tu as toujours le temps. Mm. Donc, oui, sur le coup, tu es déçu. Tu vois, par exemple, tu devais partir à Miami à l'année. Bon, ça se fait pas un coup. Je dis, ouais, c'est pas grave, tu partiras 4 mois. Et bon, et tu fais tes 4 mois, mais bon, au final, tu le fais, tu as 23, 24, tu as les copains. Parce qu'on est parti, on était 3. La première année, on était 5 Français. La deuxième, on était 4. On était en coloc à 4. Et en fait, tu passes des bons moments. Donc, au final, oui, la déception de ne pas jouer à l'année, elle passe vite parce que c'est pas grave. Déjà, tu fais tes 4 mois dans l'année. Après, moi, j'étais à la boulangerie. Est-ce que j'étais malheureux? Pas du tout. En France, on jouait beaucoup. Ils nous avaient monté des tournois quand même où on arrivait à jouer presque toute l'année. Donc, enfin, les périodes de septembre à décembre, il y avait des tournois qui s'étaient montés. Donc, on jouait aussi. Je pense que j'aurais eu que ça. J'aurais pas travaillé à côté. Euh, voilà, j'avais une copine bon, qui est devenue ma femme entre-temps, mais bon, tu vois, j'étais pas tout seul non plus. Je pense que j'aurais eu que ça, j'aurais attendu que ça, j'aurais eu du mal à récupérer. Mais là au final, il se trouve que l'environnement faisait que on te disait, bon, mais pas pour ce coup-ci. Bon, dommage. Et on pourra repartir quand même l'année prochaine. Et Mm. ouais, t'as 23 ans, tu dis, ouais, tu viendras passer 4 mois en Floride. Eh bien, d'accord, moi, ça me va, pas de problème. Et au final, c'est comme ça que j'ai vécu. Et je te dis, et puis entre-temps, j'étais à la boulangerie et je me disais, ah, c'est pas mal quand même, travailler, le monde du travail. Donc, du coup, au final, après, j'ai dit, ça s'est pas bien goupillé, parce que j'aurais bien aimé voir ce que c'était, jouer toute l'année à la pelote. Mais ça m'a pas rendu plus malheureux que ça. Voilà, c'est pas. Ouais, l'importance d'avoir les autres piliers. Voilà, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. T'as des piliers en fait, et voilà, j'avais pas que la pelote en fait. Donc rien que pour ça, au final, la pelote c'est devenu le moyen de découvrir des choses. Voilà, tu pars 4 mois aux États-Unis, j'ai fait New York, j'ai fait les parcs, j'ai visité, j'en ai profité. Et alors que je me dis, pareil, si j'avais habité à l'année là-bas, tu joues 6 jours sur 7, peut-être j'en aurais profité différemment. J'aurais été meilleur à la pelote, mais j'aurais vu moins de choses. Et surtout, la deuxième chose aussi qui m'a bien fait passer ça, c'est que le Mexique a ouvert vite après. Et là, j'ai découvert le Mexique et là, je me suis dit, bon, c'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. Le Ah ouais? Mexique comparé aux États-Unis, Par si, rapport à quoi? pour la vie en général, les Mexicains. En plus, je parle anglais comme une pompe un peu, donc pour, euh, pour découvrir, c'était un peu bloqué, mais non, les Mexicains, le pays qu'ils ont. Là, par contre,
Là, j'ai plus de regrets presque de ne pas avoir fait, bon, ça n'existait pas moi quand je jouais, mais passer 1 an ou 2 ans au Mexique. Ça, plus que faire 1 an ou 2 ans aux États-Unis, quoi. Parce que même le modèle, là-bas, on jouait des parties, pas des quiniélas. Parce qu'il faut savoir qu'à la pelote, il y a 2 modèles de sport pour les paris. Aux États-Unis, c'est quiniéla, tu as 8 équipes qui jouent. Mhm. Le 1 joue contre le 2, tu joues en 1 point. Celui qui perd sort, le 3 rentre, et etc. Ah ouais. jusqu'à qu'une équipe arrive à 7 ou 9 points. Donc à la fin, tu as un tiercé, et les gens parient comme sur les chevaux. Et alors qu'au Mexique, c'était des parties. Donc déjà, tu arrives, tu fais tes 30 points, tu fais une vraie partie de pelote, les gens viennent, ils t'encouragent. Enfin, c'est T'as plus ce tout. côté traditionnel, si je puis Ouais, dire. ouais, voilà. Puis même pour les gens et pour nous, les gens, ils te reconnaissent parce que tu vois, tu es un bon joueur et tout ça. Moi, ça m'est arrivé aux États-Unis d'aller dans un bar à Fort Pierce et on va boire un coup. C'était un mardi. Et là, il y a un mec qui vient à la table, il dit hey, je vous connais, vous êtes toi, t'es le 21, toi, t'es le 42. Et je ne savais même pas nos noms. Hey, toi, tu m'as fait gagner l'autre jour, merci. Et il s'est barré. Et ok, alors que tu vas au Mexique, tu sors du fronton, bon, t'es pas Dieu, hein, on n'est pas au foot, hein, mais les gens, ils veulent faire des photos, ils savent comment tu t'appelles, voilà, tu signes des maillots, ouais, l'ambiance complètement différente. Et au souvenir, le Mexique gagne. Au souvenir, ouais. Tu as passé combien de temps là-bas? Au Mexique, j'ai fait 4 mois en 2018, 4 mois en 2019, toujours de février à juin, hein. Ouais. On fait T'as souvent t'as les. un vrai fait saison. Ouais, c'est des saisons d'hiver parce qu'ici, ça s'arrête en France. Et en Espagne, c'est la période très creuse de. Nous, les derniers tournois en France, ils s'arrêtent décembre. Voilà, décembre, janvier, février, mars, avril, ça recommence un petit peu, mais il n'y a rien. Et à partir de juillet, la saison qui commence jusqu'à fin juin, début juillet, jusqu'à décembre. Donc en fait, nous, partir de février jusqu'à juin, hein, c'était le paradis. On jouait tous les 3 fois par semaine, on s'entraînait là-bas. Donc j'ai fait 4 mois 2018, 4 mois 2019, et en 2018, pardon, 2017-2018, et en 2019, ils avaient réduit à 2 mois. Ils ont fait un quadro de joueurs plus serré, et on est parti que 2 mois, on a fait que mai-juin. Voilà. Mais bien quand même. Enfin, franchement, bon, le Mexique. Vraiment très bon souvenir. Voilà. Quel conseil tu donnerais à un jeune sportif? Quel que soit son. Alors peut-être la Cesta Puta Oui. ou d'une façon plus générale? Euh, Parce que tu en as vécu des choses. ouais, mais non, mais déjà de le prendre par plaisir. En fait, il faut que même l'entraînement, parce que bon, il faut s'entraîner beaucoup. Enfin, ça, c'est impensif de le dire, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup s'entraîner. Fais-le par plaisir et en te disant que ça te fera mieux jouer. Moi, je pars du principe que bon, gagner c'est bien, mais en fait, gagner c'est pas parce que tu perds que tu fais mal les choses, quoi. En fait, enfin, moi, ça marche surtout pour les sports de balle. Enfin, j'écoutais, on écoutait les podcasts, les joueurs de tennis, comme ça. On fait des sports où tu perds plus que tu gagnes. Au Mm. final, il y en a qu'un qui, enfin, nous deux, mais à notre poste, il y en a qu'un qui gagne, alors qu'on part, on est 16 au début ou 22. Et donc, au final, fais-le par plaisir, dis-toi que tu vas bien jouer. Et moi, ce que je me dis, en fait, tu rentres sur le fronton, essaye de bien jouer, quoi. Voilà, joue bien, amuse-toi. Je vois le plaisir, il vient parce que tu joues bien, mais joue bien, applique-toi. Et si tu fais ça très bien, gagner, tu seras pas loin, quoi. Et si vraiment tu perds, l'autre, c'est qu'il aurait été encore meilleur. Et si toi, tu as bien joué, tu n'as rien à te reprocher. Donc, tu vois, bon, forcément, au bout d'un moment, il faut gagner. Mais tu vois, c'est-à-dire dans la mentalité, je me défonce, là je gagne, tant pis, quitte à faire n'importe quoi. Bon, ça, garde-le pour les finales, les demi-finales, des trucs très importants. Mais sur une saison, tu peux pas faire une saison comme ça. Te dire, t'arracher, de dire je gagne, je gagne, je gagne, tant pis, qui t'a laissé tout de côté. Mm. Non, fais-le, amuse-toi, fais-le bien, surtout. Travaille bien, joue bien. Tout ce que tu peux, fais-le du mieux possible. Et je pense que si tu fais ça à 90%, ta partie, tu vas la gagner ou ton match, quoi. Euh, Comment tu as fait pour avoir ce détachement-là, qui n'est pas forcément simple, je pense, ben, à comprendre? parce que moi, je me suis aperçu, la vie fait que tu apprends des trucs, mais
quand j'étais quand j'étais heureux et quand tout se passait bien, j'ai bien joué, tout le temps. Et à partir du moment où tu as eu des périodes un peu moins bien, tu es un peu triste, t'es pas bien dans la tête, j'ai mal joué, quoi. Enfin, même au-delà de mal jouer, tu peux arriver, tu vois, un peu sur la colère, parce que tu fais toujours des parties comme ça où tu joues pas bien et shit, enfin, pardon pour le gros mot, mais tu vois, tu te mets en colère, tu te trucs et tu arrives à gagner, mais c'est fait à l'arrache, tu laisses de l'énergie, et au final, tu as la sensation, oui, j'ai gagné, mais bon, dans quel état je me suis mis pour gagner, quoi. Mm. Et donc, du coup, euh, finalement, si tu arrives à être heureux et à faire tout par plaisir, enfin, moi, je le vois comme ça, euh, peut-être tu vas pas tout le temps gagner, mais au moins quand tu vas perdre, tu sauras que c'est pas ta faute. Et tu vas sortir des frontons ou de là où tu joues, tu le prendras mieux déjà. Et si tu gagnes, et globalement, enfin, tu vas gagner plus souvent que tu vas perdre, voilà, tu repartiras le lendemain à l'entraînement avec envie, parce que tu dis, si je le fais, ça me fait plaisir. Je fais ça avec plaisir, je continue, quoi. Tu faisais le parallèle avec le tennis. Est-ce que ça a aussi ça de particulier? Parce que la fréquence des matchs est très régulière. Le tennis, c'est pareil. Enfin, je veux Mm. dire, tu perds un tournoi, 2 jours après, Oui, oui, 3 jours oui. après, tu es sur un autre tournoi, donc tu as vite le temps de balayer, de te remettre focus sur autre chose. C'est vrai qu'on a ça nous aussi qui aide, c'est que tu vois, là tu perds lundi, tu joues mardi. Là par exemple cette semaine je joue ce soir, si je rejoue samedi. Et la semaine prochaine je rejoue lundi et mardi. Donc tu peux toujours enchaîner. Non en fait ouais le prochain objectif c'est la partie qui arrive. C'est au foot ils te le disent toujours, au rugby on prend match par match. Mais nous, à la limite, on est obligé parce que là, tu vois, les périodes d'été, tu peux faire 4 tournois en même temps, sur Mm. 4 endroits différents. Donc oui, tu es obligé de prendre partie par partie parce que la partie du mardi, c'est pas le même tournoi que la partie du samedi. Donc tu vois, pour ça, en fait, faut garder un peu une ligne conductrice. Tu y vas, et joue bien, quoi. Tu y vas et entraîne-toi pour bien jouer et prépare-toi pour bien jouer et joue bien. Et je pense que si tu mets tout bout à bout, bah, tu vas gagner. Ça va marcher, quoi. Ton coéquipier de match, tu le découvres combien de temps avant? Et comment vous faites, et comment tu fais toi surtout, pour t'adapter et pour te préparer à jouer avec tel ou tel joueur? Bah alors déjà on se connaît tous à peu près, parce qu'on n'est pas non plus 200 joueurs à jouer, donc on se connaît tous. On le sait combien de temps avant, ça dépend des tournois. Pour la France par exemple, pour un tournoi qui commence le 4 juillet, on a une conférence de presse vers mi-mai, et en fait ils tirent au sort tous les tournois qu'il y a en France. Et donc là le 20 mai, tu Tu sais sais avec tout. qui tu joues jusqu'à septembre. En Espagne, c'est plus compliqué. En Espagne, tu vois, par exemple, on va prendre l'expérience de Guernica là, en Espagne où je joue actuellement. Le tournoi a commencé samedi 20 juillet. On a su les équipes le jeudi. Voilà. Donc tu vas à la conférence de presse, tu t'assois dans les tribunes, il y a la télé, il y a la télé vasque, il y a les caméras, il y a le directeur sportif qui arrive et qui dit bon, mais voilà, maintenant je vous donne les équipes et quand c'est que vous jouez. Et il te donne les groupes et il te dit enfin, vous et vous commencez samedi, vous et vous commencez samedi et les autres en suivant. Et donc là, tu es d'accord et tu y vas. Et pour la première partie, tu essayes de t'adapter au mieux que tu peux. Et après, après, une fois que tu sais, tu vas t'entraîner une ou deux fois et tu mets tout surtout sur la deuxième partie de poule. Heureusement, c'est pas élimination directe. Donc, en Espagne, c'est pas élimination directe. Donc, tu as deux parties de poule et après demi-finale, finale. Donc voilà, donc tu découvres et tu t'adaptes. Mais bon, on fait Il y a, avec. il y a un rôle différent en particulier de meneur sur un match entre l'avant et l'arrière. Comment ça se passe pour expliquer un peu aux Euh, non-initiés? ouais, enfin, meneur. Là, c'est pas forcément l'avant et l'arrière, c'est surtout, en gros, bon, celui qui joue plus. Ça, c'est une expression, mais celui qui a le plus gros pédigré, en gros, celui qui, c'est pas la star, mais toujours dans une équipe, tu auras un leader, quoi. Et il se peut que moi, par exemple, dans une équipe, c'est moi. Et si je joue avec un arrière qui est, par exemple, Lopez, le meilleur arrière du monde, ben là, ça va devenir lui. Et en fait, tout le monde s'adapte, tout le monde sait à peu près son rôle.
Et si tu veux, il n'y a pas un jeune de 20 balais qui a la première fois de ce tournoi de sa vie qui vient et qui va t'expliquer comment il faut faire et tout ça. Il y a vraiment ce respect. Tu sais avec qui tu joues et si c'est à toi de mener la barque, eh ben, viens avec moi et c'est toi qui parles, c'est toi qui commandes. Et si c'est pas à toi, poum, t'écoutes et tu fais ce que l'autre, la tactique qu'il dit. Donc voilà, c'est vraiment un respect pas mutuel, mais ça marche comme ça, quoi. Tu sais à peu près qui guider, qui pas guider. Et c'est là où tu vois, où des fois c'est rigolo, il y en a qui jouent bien quand on les amène, et par contre quand c'est à eux d'amener les autres, enfin l'autre partenaire, là ça s'écroule un peu Mm. complet. Et c'est là que tu vois les très très forts et les bons, quoi. C'est vrai. Et puis il y en a qui sont faits pour être bons deuxièmes aussi, Oui, enfin, oui, oui. qui le savent, hein. Oui, il y en a. Ben après, quand tu connais ton rôle, ça marche bien, quoi. Tu vois, tu te dis, moi, je suis là pour, pas pour te servir, mais moi, mon travail, c'est ça. Et en gros, je vais pas te faire perdre, mais je vais pas te faire gagner. Si tu veux gagner, c'est à toi de bosser, quoi. Et il y a des joueurs, et il dit, ben, me fais pas perdre, et moi, je vais te gagner la partie. Et voilà, et ça marche comme ça. Et tu t'adaptes suivant avec qui tu joues. Et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais bon, hein, voilà. Ton projet de boulangerie à côté, qu'est-ce que ça a donné et, est-ce que c'est Alors, resté longtemps dans un coin de la tête? ouais, ben moi j'ai fait 8 ans à la boulangerie. Euh, L'entrepreneur. 8 ans, ouais, donc c'était les Shabbats, c'était mon oncle, ma mère et ma tante. Et en fait, il se trouve que, bon, comme vous avez pu suivre, tu as suivi, je partais beaucoup les hivers, 4 mois ou comme ça. Donc, en gros, si je voulais reprendre, il fallait rester là à temps plein. De un, moi, je voulais reprendre et bon, diminuer un peu. Il y avait 54 employés, c'était une grosse entreprise, Mm. 6 magasins, beaucoup de collectivités. Moi, je voulais réduire un peu pour réduire en personnel, garder beaucoup les magasins. Enfin, je voulais réduire la taille un peu. Et, euh, et ça sous-entendait aussi que la pelote, j'aurais pas arrêté, mais j'aurais beaucoup réduit. Et mon oncle et ma mère en ont parlé, et ma tante aussi, ils m'en ont parlé. C'est beaucoup de le mieux quand même. Euh, Jouer à la pelote. Parce que, en fait, moi, mon oncle il a commencé à 14 ans. C'est la boulangerie de notre famille depuis 1866, donc c'est de famille. Lui, il a commencé à 14 ans, il était bon au rugby, mais il a toujours travaillé à la boulangerie. Enfin, ça lui a coûté un peu. Oui, il a Beaucoup. sacrifié. Voilà, il a sacrifié et il a pas envie que je fasse il a pas eu envie que je fasse la même chose. Donc du coup, il y a un entrepreneur de boulangerie industrielle de Auch, Ballan, qui a proposé, qui a voulu racheter. Et donc du coup, ils m'ont dit bon écoute, on va vendre et joue à la pelote. Et lui il m'a dit écoute, par expérience, c'est pas une bonne idée. Si tu veux profiter de la famille, profiter de la vie, de jouer à la pelote, c'est pas. Tu vas te bousiller, donc ils ont préféré vendre. Et moi, à côté de ça, ça fait 2 ans qu'au club, ils cherchaient quelqu'un pour. Enfin, ils cherchaient quelqu'un, ils voulaient que j'aille faire ce rôle un peu ambassadeur, éducateur, tout ça. Donc Dans les sections Palos Pelote. voilà, section pour la pelote. Et surtout, avec l'idée de si tu viens là, surtout la priorité, c'est que tu joues à la pelote. Donc je suis parti là-dedans. Voilà. Tu C'est un peu t'éclates comme ça. dans ce nouveau job Je de transmission? Alors, oui, oui, franchement, les petits, j'aime beaucoup les tout petits. Tu rigoles beaucoup, leur apprendre, parce que c'est très spontané. Insouciant. Ouais, voilà. C'est la pelote comme j'aime moi. Tu sais, tu réfléchis pas, il n'y a pas de tactique. Enfin, ou alors il y a de tactique, mais c'est très basique. Pour toi, c'est tellement simple, des fois tu leur dis, qui c'est le moins bon de l'équipe adverse? Tu dis, ah, c'est lui. Alors, ça vous dirait pas de tirer sur lui? Ah ouais, t'as l'impression d'avoir appris un truc exceptionnel alors que bon, c'est des trucs basiques comme ça et vraiment, je me régale. Après, plus ça grandit, plus bon, là, c'est plus compliqué. Plus ça grandit, plus il y a aussi de choses à faire pour les enfants aussi. Donc, il y en a, ils font 4 sports, hein. Donc, pour te bloquer qu'à la pelote, c'est dur. Donc c'est intéressant aussi, mais voilà, c'est moins frais.
Et après, le truc le plus dur que j'avais pas percuté, c'est que ben, là maintenant, tu es 24 heures sur 24 à la pelote. Donc pour en sortir, c'est assez compliqué. Donc des fois, ouais, je suis content quand il n'y a pas de partie et tu rentres à la maison, le téléphone sonne pas et tu sors un peu du monde de la pelote. Mais bon, c'est différent. Ce que j'avais à la boulangerie, que j'ai plus en fait finalement, c'est que tu fais complètement autre Hmm. chose et voilà, ça c'est. Mais bon, ça on fait avec, on s'habitue. Et ton père, quel regard il a eu sur toute ta carrière? Non, mais content, je pense. Ben après, lui, en fait, il a adoré. Enfin, il jouait à Cesta, il voulait passer professionnel pour la petite histoire. Il a signé professionnel à Naples, en Italie. Et le jour où il devait partir, il y a eu un tremblement de terre et le toit du Real s'est effondré. Donc son contrat est devenu caduc. Ça l'a un peu dégoûté complet. Il a arrêté pendant un an la pelote. Il a joué au rugby à 13, enfin, il a fait d'autres choses. Et quand il s'y est remis, il a eu une proposition de contrat pour partir professionnel à Fort Pierce, là où j'ai joué moi, 2013. Et sauf que ma mère était enceinte de ma sœur. Donc du coup, il est jamais parti. Et il a continué comme ça en tant qu'amateur. Mais Il a vécu ta vie par procuration un peu à travers toi? ouais, enfin, je sais pas par procuration, mais oui, il est venu dans plein de frontons, on a fait plein de choses ensemble. Et globalement, s'il jouait à pelote, moi c'est parce qu'il jouait moi. Donc au final, le chemin, on l'a fait un peu ensemble. C'est lui qui m'a entraîné tout le temps. Et là, des fois, enfin, il vient encore au fronton et il me dit, tu devrais faire ça, ça, ça. Et souvent ça marche, donc j'écoute, hein. Donc oui, le truc, on l'a fait ensemble. Voilà, bon, moi après, au final, même si le niveau c'est plus le même, parce que lui il était resté amateur, bon, il a fait championnat du monde quand même amateur, comme moi j'ai fait en 2010 et tout ça. Mais la pelote ça reste la même, hein. C'est juste le niveau un peu au-dessus. Donc il continue, il suit, il est au club, il est vice-président à la section, il est trésorier. Et il s'y connaît beaucoup en pelote. Donc voilà, c'est même pas vivre par procuration, c'est qu'on on le fait ensemble. Si tu vois, c'est linéaire, donc Hmm. C'est une continuité. voilà, c'est continuité et on fait comme ça. Et pour l'instant, ça marche bien, donc on continue. Et en dehors de ton père, qui j'imagine t'a beaucoup inspiré, euh, quelle autre rencontre t'as pu être amené à faire de personnes qui t'ont marqué? Moi, alors, au niveau de la pelote, mon père, sur les cassettes vidéo que j'avais, il jouait avec Daniel Michelena. Daniel Michelena, ça a été le meilleur français de tous les temps. En gros, hein, pour résumer, il a fait 15 ou 16 ans à Miami. Et lui, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Et lui a joué avec mon père. Et donc moi, quand j'étais petit, voilà, je voulais faire comme Michel Hena, c'était lui. Et en France, il y avait un autre joueur qui était professionnel côté espagnol qui s'appelait Pierre Etchalus, Pétier Etchalus. Ah ouais. Et lui m'a inspiré dans le sens où lui, en fait, je le voyais souvent et depuis tout petit, bon, j'aimais beaucoup comment il jouait. Et je me suis entraîné avec lui, il m'a entraîné, lui, par exemple, j'ai acheté des gants à lui au début quand j'avais pas de fabricant à moi, donc il m'a dit, tu vois, essaye ce gant. Je me suis entraîné avec lui tout un été à Pau et lui m'a beaucoup aidé comme ça. Et, vraiment, c'est resté très bon souvenir. Mon premier maillot de joueur de pelote que j'ai eu, c'est de lui. Il m'avait gardé. Il a été champion du monde professionnel en 2000, lui, avec Irastorza. Et en fait, lui aussi, le côté inspirant, c'est qu'il a été professionnel, champion du monde professionnel. Il n'est jamais parti aux États-Unis. Il a toujours gardé une double casquette, je travaille et je joue. Donc il y avait ça aussi, il était inspirant. Et après, en dehors de la pelote, moi j'ai vécu avec mon grand-oncle et lui m'a beaucoup inspiré. Qui était directeur de la GPM à l'époque. Enfin, lui, il a fait des études d'ingénieur et tout. Mais pour la personne en elle-même, ce côté tranquille et ouais, vraiment lui aussi m'a beaucoup beaucoup inspiré. T'as aussi eu des rencontres inspirantes, mais surtout des parcours, des rencontres de cœur, on va dire, un peu, notamment avec Gérard Bouscarel.
avec qui t'as écrit un livre? Oui, c'est lui qui a... sur de son idée. Oui, ben, Gérard Bouscarel, il est venu donner un coup de main au club, à la section. Il est rentré au comité directeur et tout ça, parce qu'il passait des bons moments et il trouvait l'ambiance bonne. Et voilà, on a appris à se connaître et il a appris un peu mon histoire, que j'avais commencé la pala, enfin là, oui, à 3 ans je jouais à pala avec une planche au saucisson, qu'à 4 ans j'avais mon premier schiste. Et il a trouvé l'idée sympa, il m'a dit on va écrire un livre. Alors je dis bon, d'habitude on fait ça aux morts ou aux retraités, donc j'étais un peu sceptique, mais il m'a dit non, non, tu vas voir, ça va être une bonne idée, on va le tourner bien. Et j'ai dit bon, à la section ils étaient intéressés aussi, il m'a dit non, tu vas voir, c'est une bonne idée. Et du coup voilà, il m'a interviewé 2, 3 fois, il a fait le tour autour de moi. Et il a écrit le livre, voilà, Gérard. Donc voilà, je lui passe souvent, tous les jours au Rayalaï, tous les matins, il passe me voir, on rigole un peu. On parle basket souvent, parce que je suis abonné à l'élan aussi. Donc, Ouais. Oui, puis il a eu voilà. un parcours aussi au Oui, basket. lui aussi. Non, oui, basket et plus que basket, le journalisme avant. Ouais, à la Surtout, là, presse. il raconte des histoires quand il était avec Bernard Hinault à Lourdes, là, avant son abandon. C'est un puits d'anecdotes. Donc, ouais, tu t'ennuies jamais avec Gérard. Ouais, tu passes de bons moments. Puis tu peux parler sport, c'est une encyclopédie. Il adore ça. Vraiment, ouais. C'est mon pendant. C'est ça que ça dit, mon pendant? Ouais. Mon pendant en vieux. Voilà, quand je serai vieux, je serai comme ça, je pense. Tu seras Gérard Bouscarel. L'écriture à moins. Quel a été ton dernier coup de cœur? Que ce soit une rencontre, un lieu, quelque chose qui t'a ému, touché? Euh, Ah ben là, tout récemment, c'est les JO. Les Mm. JO, c'est une usine à coup de cœur et à émotion. Enfin, moi, j'adore le sport en lui-même. Alors bon, il y a des sports, je vais pas mentir, je suis comme les autres, je regarde tous les 4 ans. Là, je regarde le ping-pong, enfin le tennis de table, là, c'est... Avec Lee Lebrun. Voilà, donc, truc. Et là, franchement, les JO, j'ai eu beaucoup de peine pour les péistes, la Française qui a perdu d'un point toute seule et d'un point hier En par équipe. équipe, pour avoir perdu les finales. Alors, elle, je pense que c'est un des grands plus parce que c'est les JO, mais bon, on pourrait faire les finales des championnats du monde. Et donc là, petit coup de cœur. Et après, coup de cœur en lui-même, la vie en général, voyons. Il faudrait que ça me revienne, mais. Ah non, là, ça me reviendra pas, tu vois. Le problème, Mais si ça me revient à la fin, je te dirai. Mais ça marche. Et, si tu avais la possibilité de rêver au point de savoir que tu ne vas pas échouer, quel serait ton plus grand rêve? euh, mon plus grand rêve, alors ce serait de faire, c'est quand, de faire ce que je veux et quand je veux. Ce serait ça. Tu es pas loin. Oui, mais moi en parlant de tout, l'emploi du Ouais, temps, tout, tout, tout. Et alors là, je suis pas loin. Je t'avoue que souvent, je fais ce que je veux quand je veux et je m'en porte très bien. Et, mais bon, surtout que j'ai une petite fille, donc qui reste en santé le plus longtemps. Mais ouais, se lever le matin c'est un peu la vie que j'ai quand je suis en Floride. Là, par exemple, les derniers 4 mois que j'ai fait, parce qu'on jouait pas beaucoup. Mais le faire, mais en famille, tu vois. Là, c'était vraiment le matin, je me levais, ouah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et ça c'est un luxe, tu vois. Quand je vois, des fois, je suis ici, la semaine, elle passe, tu l'as pas vu passer, t'as vu, moi, enfin, ma petite fille Amaya, tu l'as vue 2 heures le soir, tu l'amènes à l'école le matin, tu reviens le soir à 20 h, tu lui fais le bisou, elle va au lit. Voilà, faire ce que je veux quand je veux. Gérer le temps, en gros. Ce serait ça. Le plus grand rêve, gérer le temps. et quelle est la chose la plus importante que tu as appris dans ta vie ou dans ta carrière jusqu'à présent? Euh, ben jusqu'à que à Mayanès, je t'aurais dit que la pelote, c'est la partie la plus importante et très importante. Mais là, depuis un petit moment,
Ouais, les moments qu'on passe à trois. Je te dis que la pelote, c'est maintenant, enfin, depuis un moment, ça me sert à découvrir. Je te dis, on se sert de la pelote et je me sers de la pelote pour Hmm. profiter à trois et faire ce que je veux quand je veux Tu et te le nourris faire. de la pelote. Voilà, et tu vois, et si je m'entraîne autant et si on joue autant, c'est parce en fait au final c'est pour avoir la récompense. Tu vois, je suis parti 4 mois et demi, la récompense c'est qu'elles sont venues 15 jours. Je suis parti 4 mois au Mexique, elles sont venues habiter sur 4 2 mois avec moi. Et voilà, et en fait, tu essayes de maintenir le niveau, de jouer à ce niveau-là, pour que ça serve à la famille, en gros. Et, euh, et ce serait la chose la plus importante, c'est ça, c'est que ce que je fais là, et que je me fais plaisir en le faisant aussi, ça ne serve pas qu'à moi, et que ce soit pas un plaisir égoïste, et que ça serve à toute la famille, quoi. Voilà. Ce serait pas un peu ta philosophie de vie, ça? Faire plaisir et se faire plaisir? Ouais, ouais, ça, oui, 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 ça c'est. Moi, je pars du principe que quand t'es heureux, après, il y a tout qui roule et les planètes s'alignent. Donc, voilà, si j'arrive à me faire plaisir et ça fait plaisir, c'est tant mieux. Par contre, bon, mais même si des fois c'est un peu chiant pour moi, mais que je sais qu'au bout ça fera plaisir et que tout le monde en profitera, banco, on y va un peu. C'est pas grave de s'embêter pendant, allez, si c'est faire du physique pendant 1 heure, ou si c'est passé, là tu vois, le dernier mois que j'ai fait aux États-Unis, je me suis un peu fait chier parce qu'on jouait pas beaucoup et tout, mais bon, j'ai réussi, allez, tu fais un mois tout seul, sacrifice, mais bon, au final bon, t'as un peu de sous, tu rentres, l'année d'après tu peux repartir, les filles elles pourront revenir, et voilà, tant qu'au bout ça sert et c'est du plaisir après, tu en profites, bon, avec plaisir, on en boit et on y va, quoi. Je voulais te poser une question tout à l'heure, mais du coup, elle m'est revenue maintenant. Tu as connu et tu connais le sport au niveau à vraiment en faire ton métier et à ce que ce soit ton activité principale. Et tu as connu à côté avec la boulangerie familiale cette envie, cette volonté d'entreprendre et le monde d'entreprise d'une manière générale. Quel pont tu ferais entre l'un et l'autre? Et est-ce que l'un t'a servi et t'a nourri l'autre projet? Euh, alors, En quoi ça t'a ouais. servi mentalement ou... Moi, alors c'est là où ça a basculé un peu. La boulangerie, ça me servait parce que quand j'allais jouer à la pelote, c'était pas le défouloir, mais je le faisais, c'était spontané, j'y allais à bloc et tu te disais, ouais, c'était pas de la spontanéité, mais c'était beaucoup d'envie, quoi. Tu y allais, c'était en dehors du boulot, tu allais t'entraîner. Moi, j'allais m'entraîner entre midi et deux quand j'avais les pauses et tout. Et tu y allais, voilà, mentalement, tu étais frais, tu étais truc. Et après, tu revenais au boulot et tu étais heureux, tu pouvais envoyer, voilà, l'un aidait à l'autre. Et là, maintenant que j'ai basculé dans l'autre travail, voilà, pour résumer, en gros, tu étais à la boulangerie, tu gagnais un tournoi, Hmm. tu étais heureux, tu repartais, tu étais content. Et là, en fait, dans l'autre travail, tu gagnes un tournoi, en gros, c'est c'est plus du soulagement. Tu es là, bon, mais en fait, je suis là pour ça. J'ai que ça à faire presque. Donc, tu joues, tu t'entraînes, tu trucs, et en gros, tu gagnes. Bon, allez, j'ai pas fait tout ça pour rien, mais voilà, ça fait plaisir à tout le monde, ça truc. Et toi, tu dis, allez, poum, on bascule sur celui-là. Alors que la boulangerie, c'était bon, tu vois, tu gagnes un tournoi et si tu gagnes pas l'autre, mais c'est pas grave, j'ai gagné celui d'avant. Et de toute façon, j'ai le pain à faire, il faut que j'aille livrer Hmm. demain, donc c'est Un peu pas. la nuance entre le sprint et le marathon, quoi. Voilà, voilà, c'était pas. C'est ça la grosse différence entre les deux. Et non, après, ce qui peut servir de monde entrepreneurial et le monde sportif, je me disais, c'est toute la préparation qu'il y a à faire avant, quoi. Tu vois, là, tu vois, la boulangerie, par exemple, le premier qui travaillait, il commençait à 21 h. Mais tout ça pour vendre du pain à 6 h du matin, quoi. Hmm. Donc, tout ce temps-là, tout ça, ça sert à préparer, tout ça. Et au final, et à la pelote, c'est pareil.
On fait des tournois le vendredi soir, il y a les soirées, mais la semaine, pour une soirée du vendredi qui dure 4 heures, on commence le lundi matin, la billetterie, faire les publications, faire les trucs. Donc au final, le parallèle, c'est tous ces trucs que tu vois pas, tu es obligé de faire et finalement qui sont le plus importants pour qu'au final, tu puisses briller épisodiquement, quoi. Toute la préparation, en amont, tout le travail de fond et de l'ombre. Et de l'ombre. Voilà. Il y avait, je ne sais plus où j'avais vu, je ne sais pas si c'était un podcast ou une phrase, et il y a un qui dit, en fait, ça ne sert à rien d'être motivé, il faut être discipliné, quoi. Parce que même si tu n'as pas envie, il faut le faire, et si tu le fais, au bout, ça te sortira bien, quoi. Et ça, c'est pas mal, ça, parce que c'est vrai que tout ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est le plus important, quoi. Et que ce soit dans le monde entrepreneurial ou dans le monde sportif, finalement, le plus important, c'est ce que tu fais avant. Et c'est là où des fois c'est dur le sport et les gens comprennent, il y en a qui comprennent pas, c'est que tu fais tout bien avant et pourtant des fois ça marche pas, quoi. Alors que au boulot, si tu fais tout bien, généralement ça marche après. Mais c'est vrai que tu peux avoir le parallèle avec la cérémonie d'ouverture, par exemple des JO, où c'est 2 ans de prépa. Ouais. Dans l'ombre, même secret, quelquefois, avoir caché les choses. C'est ça. Pour quelques heures. Et eux, encore pire, parce que eux, pendant 2 ans, ils ont entendu dire que ce serait nul et que ce serait raté, et au final, ils ont sorti un truc. C'était exceptionnel, quoi. Alors, sans me spoiler, j'ai pas tout vu encore parce qu'il y avait Cesta le vendredi à Pau, mais tout ce que j'ai regardé, les extraits, les trucs, les machines, je me disais, ça va être un rêve à vivre, quoi. Et alors, quand c'est toi qui organisais ça, voilà, t'es le roi du pétrole. Où est-ce que tu te vois, genre, dans les prochaines années, dans les 3-5 prochaines années? Bon, là j'ai 35, donc je pense dans 5 ans, je pense que je serai à la fin. Ouais, parce que tu peux jouer assez longtemps. Ouais, mais c'est pas un sport de contact. Enfin, devant plus que derrière, parce que nous, on a le contact avec le filet, avec le mur, avec le sol. Donc ça fait un peu plus mal que derrière, mais ouais, généralement, à partir de 38, 39, tu baisses, et à 40, tu dis c'est ma dernière année, et tu fais les tournois pour dire au revoir. Sauf, bon, il y en a qui ont duré jusqu'à 42, 43. Bon, sans nous mentir, vu l'état de mon corps, je pense que je ne vais pas tenir jusqu'à 42, 43. Donc, je pense que là, je serai à la fin. Moi, ce que j'aimerais d'ici en 5 ans, c'est que, tu vois, on a le tournoi à Pau tous les vendredis, là. C'est déjà devenu une place bien forte du tournoi d'été. Mais en fait, moi, j'aimerais beaucoup développer les tournois. C'est un peu l'événementiel finalement. Ouais, complètement. Mais développer la communication. Est-ce que tu expliquais tout à l'heure la billetterie, la communication, la logistique C'est déjà les choses que je fais, mais par touche en fait, parce que le problème, c'est qu'il faut jouer en même temps. Il faut aller jouer à droite, à gauche, il faut s'entraîner. Donc tu peux le faire, mais tu peux le faire 3 heures, 4 heures par jour, et le reste du temps, il est dédié à jouer. Mais le faire organisé de A à Z. Ça, je pense que si dans 5 ans, j'aimerais être au centre en fait, du projet et dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. Alors là, je peux amener des choses par touche et ça marche bien. Enfin, ça marche bien. Il y a des choses qui ne marchent pas, on essaye, on bataille, tout ça. Mais de gérer ça vraiment de A à Z, je pense que ça me plairait pas mal. Ce serait bien. Une bonne suite à venir. Pour terminer, si tu te visualises, que tu te vois enfant, le jeune de 4 ans, 3 ans qui a commencé avec la planche à saucisson, c'est clair. ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais à ce gamin qui apprenait à marcher il y a encore 1 an et qui était déjà passionné par la balle? Non, de jouer, continuer à jouer, et même de jouer plus que ce que j'ai joué moi. Tu vois, il y a... Enfin, tu vois, moi, mon père, il me disait, moi j'aime jouer à tout. C'est simple, je joue à Cesta parce que mon père joue à Cesta, tout ça, mais j'aime jouer à tout et des fois je m'empêchais de jouer parce que le lendemain il fallait jouer à Cesta ou dans une semaine il y avait ça. Et moi je joue autant que tu veux, fais-toi plaisir. Parce qu'en fait, bon, là j'ai 35 ans, je sais pas s'il fallait dire son âge, mais 35 ans, j'ai mal partout et je me dis, t'aurais pu faire plus encore. T'aurais pu jouer plus, t'aurais pu...
Donc joue, vas-y, ne t'arrête pas, et puis si t'es fatigué, repose un quart d'heure, repars, voilà, essaye, fais plus encore. Voilà. Peut-être, je sais pas si ce sera utile, hein, mais au moins tu regretteras rien, et joue, voilà. Joue autant que tu peux. Jouer et prendre du plaisir. Voilà, joue, amuse-toi, parce qu'au final c'est ça, hein. Tu joues, tu t'amuses, et voilà. Parce que dans ma tête j'ai 12 ans, moi je jouerai encore, mais C'est je le peux corps plus, après. Aïe, ça pique. Quand tu te fais piquer les poignets une fois par an pour pouvoir jouer, c'est compliqué, quoi. Mais bon. Prendre du plaisir, déjà, c'est bien Ouais, d'en voilà. parler et d'en reparler dans nos vies d'adultes. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. D'y repenser et tout, c'est bien. Ouais. Mais voilà, c'est tout. En fait, finalement, tu vois, ils te disent, ouais, tu regardes le palmarès ou lui. Enfin, moi, je regarde, c'est plus des souvenirs et tout le plaisir que tu as pris autour, quoi. Et au final, c'est la pelote qui l'a amené, quoi. C'est, Mm. et de s'être entraîné, d'avoir bien joué, d'avoir gravi les échelons, tout ça. Au final, ça t'amène d'autres plaisirs et c'est ça, tu te sers de la pelote pour découvrir et te faire plaisir. Et ça te permet de profiter aussi, j'imagine, encore plus de l'instant présent et de vivre les choses. Ouais, oui. En fait, finalement, c'est ça. Si tu enlèves les douleurs corporelles, il n'y a que du plaisir. Tout ce que la pelote amène. Alors, c'est sûr, des fois, tu perds, bon, tu râles et trucs, mais moi, ça va. Si tu veux, je suis pas du genre à pas dormir parce que j'ai perdu, quoi. Ça me fait chier 1 heure et le temps de la route et Le du temps du trajet, retour. ouais. Ouais, et après c'est pas grave, hein, de toute façon. C'est pas ça qui restera, donc voilà, ça on repart. Ben, on t'accompagnera pendant le temps du trajet, tu pourras écouter un Ouais, podcast. ouais, voilà, Ça te changera des exactement, idées. exactement. Mais c'est ce que je fais. Je le fais à l'aller surtout. Ouais. Merci à toi pour Ben, grand ce plaisir. moment d'échange et de partage. Ben, grand plaisir. C'était très gentil de m'avoir invité déjà et d'avoir parlé de pelote parce qu'au final, la finalité, c'est ça. Ouais. Il faut que la pelote se fasse connaître et si c'est la cesta, tant mieux, mais bon, il y a plein de petits trésors au milieu de la pelote, donc voilà, faire découvrir, voilà, ce sera la suite de la carrière maintenant. Faire découvrir et développer, je pense que si j'arrive à faire ça, j'aurai tout gagné. Je Et le ben, on fais se donne rendez-vous dans quelques années. on fera le podcast de Jean Vieux et organisateur de tournois, si tu veux. On fera celui-là. Ça marche. En Voilà. tous les cas, transmettre des émotions et du partage comme tu l'as fait, c'est toujours intéressant et ça inspire les gens. Eh Donc ben, c'est top. merci beaucoup. Merci pour Merci ce à toi. moment. Merci à vous d'avoir écouté Inspiré ou de le regarder en vidéo sur YouTube. Vous pouvez retrouver la chaîne sur notre plateforme et sur notre site internet inspiré.co. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!